Yaorana et Maeva, bienvenue dans ce podcast dédié au savoir sacré avec un sujet délicat, complexe et très sérieux qui est la magie noire. On va parler de la magie noire, celle qui est la nôtre, celle que l'on crée par notre mental et celle que l'on vit au quotidien à travers les liens que l'on établit. Et oui, la première magie noire, c'est la relation avec les autres et la relation avec notre mental. Donc on ne va pas parler de la magie noire qui pour moi est verboten, tabou, interdite, c'est-à-dire la magie noire qui est pratiquée avec une intention de malveillance à l'égard d'autrui et qui engendre un certain nombre de rituels malveillants à l'égard d'autrui. Ça c'est interdit, c'est hors code, c'est tout simplement être inhumain. J'ai fait une première capsule sur la magie noire où je parle de cette magie noire. À partir de maintenant, je vais parler de la magie noire qui est, on va dire, celle qui nous habite au quotidien et qui est là pour nous montrer notre ombre, nous montrer le mal, mais pour faire surgir la lumière, et donc comment elle a un impact, mais aussi une faculté d'enseignant et d'enseignement sur nous. Allez, on y va! Alors avant de débuter, je vous remercie d'être là, ça continue à monter. J'ai été un petit peu plus absente sur le sujet car je trouve qu'il est délicat à aborder, à amener. Si j'ai décidé de faire un rythme plutôt une fois sur deux, un jour sur deux, pour me laisser le temps de véritablement apporter, amener, aborder ce sujet avec la rigueur et l'éthique qu'il demande. Tout ça pour dire que si vous découvrez cette chaîne, je vous remercie d'être là, je vous remercie de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker, de commenter. Ici, on parle de savoir sacré, donc tout ce qui est méditation, rites, de bonne magie, qui ont du génie. On parle de soins énergétiques, on parle d'astrologie, de tarologie, de numérologie, tout ça pour être aux abonnés présents de sa vie. Sur le cercle de présence, une communauté qui partage des pratiques d'harmonisation des énergies à la fois pour soi, pour les autres, mais surtout pour le vivant, puisque notre tracé et notre volonté d'être sur Terre, en fait, c'est le grand amour, et le grand amour, c'est servir le vivant, l'équilibre de la planète Terre. Je pense que ce sera le prochain thème après les magiciens de l'ombre. Allez, on y va pour les magiciens de l'ombre. Premier, on va dire postulat, ça fait très thèse. J'ai un doctorat de l'infocom, donc j'aime bien les postulats, vous savez, j'aime bien la preuve. Il paraît, il faut que j'arrête d'être dans la preuve, c'est pas bon. Parce que ça condamne à être dans une dynamique de la science, c'est important, mais finalement c'est le ressenti. Et pour moi, ce qui était important et ce que je ressentais vraiment essentiel à aborder pour la magie noire, c'est vraiment aborder la magie noire sous l'angle de ce qui m'auto-sabote, mais ce qui me permet aussi de voir ce qu'il y a de mal autour de moi et de me repositionner dans mes valeurs. Donc on va parler pendant cette capsule vraiment de l'ensemble des liens, surtout. Aujourd'hui, on va être là pour parler des liens qui me permettent de comprendre mes valeurs et de me positionner dans mes valeurs et de proposer une discussion avec mes liens, par exemple avec les parents, avec le conjoint, avec le chat, avec les enfants, quels que soient les liens dont on va parler. C'est une manière d'amener ces valeurs pour faire sortir la lumière pour soi-même, mais aussi avec les autres. Allez, on commence par le sujet qui fâche, et en même temps le sujet qui est essentiel, et qui est pour moi le premier enseignement de la magie noire, et bien c'est le lien aux parents. Ah, les parents, la mère, le père, ils sont coupables de tout. Vous êtes coupables, amis parents. Sans parents, il n'y a pas de vie. Sans parents, il n'y a pas de base. Sans parents, il n'y a pas survie. C'est-à-dire que les parents vous mettent au monde déjà, donc ils vous donnent la vie. Nos parents nous donnent la vie. Et sans eux, au début de la vie, s'il n'y a pas une aide extérieure, on meurt. On a besoin, on est dépendant des parents pendant les 3 premières années de notre vie, au sens, on va dire, physique du terme, mais je dirais même plus, au sens surtout émotionnel du terme.
C'est pas qu'à partir de 3 ans, on est capable de vivre sa vie. Non, c'est juste qu'il y a un décalage qui s'opère du fait de la croissance de l'enfant et de sa capacité à dire non, qui permet de commencer le processus de détachement. Là, je vais parler de la magie noire, les parents. Donc, qu'est-ce que c'est de considérer ses parents comme les fléaux des fléaux, les maux des maux, la maladie? Dans la pratique que j'ai pu avoir auprès des personnes que j'ai eues en consultation, d'une certaine manière, je me suis reliée à ce que des diplômés d'État, des psychologues, donc des professionnels, on peut vivre et vivent au quotidien, et que la psychologie, dans l'aspect théorique et conceptuel, nous propose comme outil, puisque j'en ai aussi beaucoup lu, c'est effectivement l'idée de se distancier de l'enseignement du père et de la mère, donc de manière freudienne, mais aussi que l'on voit dans toutes les mythologies. J'ai fait tout un cycle là, de 12 jours sur les 12 signes astraux, et ce que l'on voit, et ce que nous enseignent quand même tous les récits, les mythologies sur les dieux, c'est qu'il y a anthropophagie, il y a tuerie, il y a viol, il y a des pratiques incestueuses, il y a des pratiques criminelles dans le rapport parent-enfant, qui est une manière de faire surgir le mal et d'établir des valeurs. Donc ce que nous apprend les mythes, les légendes qui construisent notre société, qu'on soit une société européenne, donc percée par, on va dire, les mythes romains, grecs, ou qu'on soit une société polynésienne percée par les légendes polynésiennes, ou qu'on soit une société hindouiste percée par les légendes et les récits sur les dieux venus, indiens, le message, il est identique, c'est-à-dire que le père, la mère nous donne vie, le plus souvent dans un acte d'amour, souvent aussi dans un acte de devoir, plus ou moins conscient. Le premier conscient ou inconscient, c'est tout simplement la reproduction de l'espèce. Inconscient, ça va être le fait de donner un héritage à la famille, et donc par exemple de donner naissance plutôt à un garçon qu'à une fille, puisqu'énormément de sociétés aujourd'hui favorisent l'héritage pour les garçons pour des raisons de transmission qui sont guerrières, c'est-à-dire que le garçon a plus de chances de protéger un territoire qu'une fille, du fait de la construction de notre société et du rapport à la guerre dans notre société. On a mis l'homme à l'extérieur avec une arme. À l'époque, c'était les premiers hommes, c'était des pierres, et puis petit à petit des lames, etc. Donc il est devenu le guerrier, le protecteur. Et c'est ce qui explique aujourd'hui les héritages autour du garçon. Sauf que bien sûr, on n'est plus sous le même état de guerre. Maintenant, on est plutôt sur des guerres de territoire, puisque les nations sont nées, les civilisations sont nées. C'est plus la guerre face au mammouth, au lion, qui peut nous tuer. Mais n'empêche que ça a distribué une fonction du père, de la mère, et qui va amener la reproduction et qui va contribuer aussi aujourd'hui à sculpter l'héritage et le rapport à la valeur d'un homme ou d'une femme dans la société. Ce qui va déjà générer par exemple une première zone d'ombre pour un enfant qui va naître par exemple fille dans une famille qui veut un garçon. Ça, pour moi, c'est... Alors, je ne sais plus si c'est Tara Benjeloun qui en parle, j'ai un doute quand je vous le dis, mais je pense que c'est lui, c'est un de mes ouvrages préférés. Mais c'est une petite fille, c'est une fille plutôt, on va dire fille, qui naît dans une fratrie de filles et qui va donc être cachée par sa mère et qui va être élevée comme un garçon, jusqu'à ce que, bien sûr, on découvre que c'est une fille. Et c'est vraiment tout l'omerta sur le fait du père de vouloir un garçon, mais par pure transmission de l'héritage. Bien sûr, c'est aussi par construction de l'imaginaire de le garçon est supérieur à la fille puisqu'il peut garder l'héritage. On revient sur cet aspect guerrier. Maintenant, ça va être de manière beaucoup plus souple ou superficielle, on va dire, mais qui peut affecter de manière profonde. C'est-à-dire que quand on est fille et que notre père ou notre mère voulait un garçon, on va avoir une problématique d'identité dans son féminin. Pareil, si on est garçon, parce que c'est aussi le cas, et que notre mère voulait une fille, parce que par exemple il y a 3 garçons avant et qu'on est le 4e garçon, soit on va être féminisé, soit on va être rejeté dans notre capacité de garçon, et donc dans tous les cas, l'ombre va s'installer dans notre identité. Et donc cette première couche d'ombre, c'est le rapport à qui je suis dans mon corps, ce que représente ma polarité incarnée, un homme, une femme, on incarne une polarité,
hein. On a fait un choix en venant sur Terre. C'est très important, très très important de le comprendre. Et notre société aujourd'hui suggère qu'on peut faire le choix de notre incarnation. Donc ça, en fait, pour moi, tout ça, c'est créer une ombre. C'est créer une ombre, c'est créer une magie noire sur qui on est et sur ce que vient expérimenter notre corps, ce qui va désaligner. Donc premier désalignement, c'est la relation à notre corps et au désir qu'a eu le parent par rapport à notre sexe, notre corps sexué, fille, garçon. Ensuite, on a aussi tout ce qui est construction, par exemple, de valeurs. On va naître dans une famille très religieuse. Je pense par exemple à Carl Jung, dont le père était protestant, donc pasteur, qui a été élevé dans une relation à la religion très forte, très appuyée, et qui va donc se positionner dans sa dynamique à la fois d'homme et de penseur sur des valeurs beaucoup plus libres. Et c'est ce qui va aussi lui donner son côté à la fois rebelle et explorateur, qui va le distancier notamment de l'héritage en vogue à l'époque, freudien. Et c'est sûr que ça donne alors quelque chose d'assez lumineux, parce qu'on a des concepts jungiens qui sont très intéressants, et un lien par exemple avec l'Inde, le travail qu'il a fait sur le mandala, sur l'ombre, sur les synchronicités, une compréhension en fait spirituelle beaucoup plus ouverte que celle de Freud, mais Freud, on va en parler, on va dire que lui, déjà, il est dans une relation à la mère qui ne l'a pas protégé, et surtout qui n'a pas protégé son frère de l'inceste du père, et dans une société qui, lui, est beaucoup plus religieuse et incarnée religieuse, donc respectueuse des hiérarchies, respectueuse d'une forme de pouvoir, ce qui va faire que sa psychologie va aussi hériter de ça. Et il va lui-même user du pouvoir, puisqu'on se pose la question de ce que Freud a pu faire sur ses patientes, peut-être parce qu'il a trop fumé de drogue, c'est possible, mais parce qu'il avait aussi une vraie problématique d'identité. Et c'est là où le deuxième rapport aux parents, comme vous l'entendez, ça nous donne une manière de nous définir dans ce que l'on va apporter sur Terre. Et il n'y a pas de jugement, c'est-à-dire ce qu'ont vécu Freud ou Jung, il n'y a pas de jugement, c'est comme ça. Ils nous ont apporté ça. Mais en comprenant qui ils sont, on va comprendre aussi pourquoi ils apportent ces concepts. Et nous, en tant que magie noire, c'est sûr que est-ce que Jung ou Freud auraient eu cet apport lumineux, conceptuel, mais aussi limitatif, pour les deux, s'ils avaient vécu une enfance différente? Le positionnement de valeur de nos parents nous pose une question sur ce qu'on vient incarner, et notamment quelles sont les valeurs que l'on vient incarner. Et donc quand on est en cohésion avec ce que nos parents ont vécu, il est beaucoup plus facile de reproduire. Mais par contre, si on est distanciation de ce que nos parents ont vécu, eh bien c'est beaucoup plus difficile de reproduire. Et donc là, il va y avoir des ruptures. Et la question c'est, est-ce que je suis dans une rupture par rapport à ma propre nature qui vient vivre autre chose, ou est-ce que je suis en rupture juste parce que j'ai pas compris la manière dominante, mais aussi enseignante, que mes parents ont eu de me donner et de me léguer des valeurs. C'est se dire que les parents, ils essayent par exemple de nous apprendre le bien, la foi, la religion. Et si par exemple ils nous enseignent la religion en nous obligeant à prier, en nous obligeant à nous mettre à genoux, en nous obligeant de manière très contrainte, de manière très violente, et qu'on fait un rejet, alors que la religion peut nous apporter des points de repère du fait de qui on est, de ce qu'on vient de vivre, et bien là il y a cassure, il y a magie noire. On est dans le fait de casser un héritage au lieu de bénéficier de ce qui est bon de l'héritage. Donc c'est important de comprendre que les parents ont aussi un rapport à la magie noire sur nos valeurs. Ce qui a un énorme impact, et ça c'est la troisième magie noire, entre guillemets, que les parents sont responsables mais pas responsables, c'est-à-dire que c'est du fait de qui ils sont, c'est la relation au couple, mais de manière plus étendue, la relation aux relations. C'est-à-dire que quand on est dans une famille et qu'on a des parents, qu'ils s'entendent ou qu'ils ne s'entendent pas, qu'ils soient heureux ou malheureux en couple, en fait ça va avoir une magie noire. Les parents par exemple qui sont très heureux en couple, j'ai vraiment observé ça dans plein de mes cas de patients, ça va soit bloquer les enfants parce qu'en fait ils ont peur de ne pas être à la hauteur du bonheur que leurs parents ont incarné, donc ils vont se mettre avec des partenaires qui vont les rendre malheureux, soit pour attirer l'attention des parents, soit
pour se détruire parce qu'en fait, ils ne méritent pas le bonheur légué par les parents. Ou ils vont rester célibataires parce qu'en fait, ils savent qu'ils ne sont pas à la hauteur du bonheur incarné par leurs parents. Ce qui est, voilà. Après, voilà, il y a plein d'enfants qui ont des parents heureux, qui vont se mettre en couple, qui vont être heureux et qui vont reproduire le cas d'être heureux en couple. Et quand on est avec des parents malheureux, et bien, il y a plein d'enfants qui vont se mettre en couple et qui, comme ils ont vu ce que c'est que d'être malheureux, vont se construire pour être heureux. Et ils vont... Alors, il y a l'aspect, on va dire, positif, constructif. Ils vont développer des mécanismes de réflexion pour s'assurer du bonheur avec leur partenaire. Parfois, il y a des mécanismes compensatoires. Donc, ils vont se sacrifier. Et inconsciemment, ils vont être malheureux au détriment de leur propre identité. Voilà, c'est tous les mécanismes de sacrifice, de non-écoute de soi. Beaucoup d'enfants qui ont vécu des relations parentales douloureuses, donc qui ont vu leurs parents ne pas s'aimer, vont préférer ne pas se mettre en couple ou vont répéter des couples avec des souffrances. Donc ça, c'est des mécanismes qui nous font dire que cette troisième couche relationnelle que les parents incarnent fait une magie noire. Et donc, tout notre objectif, c'est justement de voir comment la magie noire nous montre ce qu'on est venu apprendre. Si on a choisi cette fameuse notion de la famille dysfonctionnelle ou la famille fonctionnelle, puisque dans les deux cas, ça a un impact, eh bien, comment on s'attribue et on réintègre les valeurs enseignées par la magie pour pouvoir, donc ce qui a agi avec l'âme de nos parents et la nôtre, pour pouvoir construire ce qu'on vient de vivre. Et c'est sûr que tout ceci va avoir un impact très fort sur notre quotient relationnel. C'est-à-dire que qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, mais voilà, il y a un moment, pour moi, c'est le premier niveau de quotient énergétique. Quand j'enseignais, pendant cet été, j'ai réétabli, surtout sur les directs, la notion de c'est quoi la pyramide de guérison. Et en fait, si on reste dans une illusion, une séparation, une non-intégration de ce que nos parents représentent, de ce qu'ils ont voulu nous léguer, pas nous léguer, de ce qu'ils ont pu créer comme trauma, parce que là, je vous parle de comment nous, ça crée de la magie, mais je voudrais vous parler de comment les parents créent de la magie noire consciemment. Donc là, ça va être les parents malveillants, qui seraient un quatrième niveau de magie. Mais là, on reconnaît du coup la responsabilité des parents. Alors c'est sûr que vous avez un père violeur, une mère violeuse, bon, c'est plus rare en général quand même sur les mères, inceste, violence physique, violence psychologique. Vous êtes face à un parent qui n'a pas compris sa propre magie noire, qui n'a pas compris sa propre zone d'ombre, et qui du coup vous cherche à vous la léguer pour que vous lui ressembliez. Et ça, c'est sûr que c'est une magie noire qui laisse, entre guillemets, alors là je parle de trauma pour tout ce qui est crime, mais qui peut aussi laisser des blessures, des frustrations émotionnelles, notamment sur tout ce qui est forme de manipulation psychologique à travers des mécanismes d'humiliation, des mécanismes d'abandon. Il y en a des mécanismes aussi de mimétisme ou de ne pas respecter la place de l'enfant, soit de le rendre responsable, soit de le mettre en jalousie, en concurrence, de lui demander des preuves d'amour quand l'amour n'est pas une preuve. Enfin voilà, c'est tous ces mécanismes-là qui vont effectivement créer là une magie noire venue des parents, pour le coup. Il y a les trois premières, c'est vraiment ce que les parents viennent nous enseigner et nous montrent des valeurs. À nous, après, c'est pas volontaire, ça fait partie du processus. Là, on parle vraiment de quand les parents, il y a eu petit Colin qui a travaillé sur le mental, je pense trop, et qui maintenant a publié énormément de livres sur les parents toxiques. Et donc tous les parents qui ont des mécanismes. Alors après, je trouve que faut aussi être très prudent parce que les pathologies, on les a toutes, on est tous porteurs de pathologies. La question, c'est est-ce qu'on en a conscience et c'est quoi la limite? Et il y a des parents qui font du mal sans s'en apercevoir, puis il y a des parents qui font du mal en s'en apercevant et qui continuent. Donc c'est là où il y a effectivement une vraie magie noire, c'est-à-dire que vous êtes face à quelqu'un qui vous en veut d'être là. Et ça veut
pareil, je vais avoir le même discours qu'au début, rester entre guillemets dans un côté victime ou observation de tout ça sans essayer de comprendre le mécanisme et ce que ça nous donne comme outil de résilience, bien c'est d'être victime de sa magie noire, c'est de rester sous l'emprise ou c'est de rester le diable de lui-même. Donc c'est important de comprendre, enfin, de ce que je peux moi partager, que dans tous les cas, c'est mon propos principal et mon idée principale, c'est de vous dire oui, la relation aux parents. Le premier niveau, alors avec l'ego, soit, hein, mais ça en général, c'est quand on a déjà commencé à travailler sur les parents que ça émerge. Cette première couche d'héritage nous permet de nous positionner sur ce qu'on a reçu comme legs, ce qui a transpercé dans la relation de notre mère, de notre père ensemble. Donc c'est par exemple cet inconscient de je veux un garçon, j'ai une fille, et c'est de comprendre ce qui s'est passé, et de qu'est-ce que ça m'apprend, et pourquoi ça m'a influencé. Et ensuite, c'est aussi comprendre ce qui me permet d'affirmer mes propres valeurs, qu'est-ce qu'il y a de bon dans les valeurs que j'ai reçues, et comment moi je recompose les miennes, ou je reproduis les miennes. Et puis s'il y a dysfonctionnement, avec véritable malveillance, de plus en plus aujourd'hui on a quand même des outils déjà légaux pour faire appel sur tout ce qui est crime, et tout ce qui est psychologique, qui est beaucoup plus invisible et difficile à traiter, allez voir un thérapeute. Enfin, je veux dire, il y a un moment, c'est par la thérapie que ça se solutionne. Donc ça, c'est une magie noire pour moi. Tout ça, ça participe à la magie noire au sens où on fait émerger des comportements qui font mal, des comportements qui m'affectent, dans qui je suis, dans l'amour que je me porte, et je vais essayer de comprendre ce qui se passe, d'où ça vient, donc faire œuvre de compassion pour aller partager, dialoguer, communiquer, remettre de la paix, remettre de la reconnaissance, c'est-à-dire reconnaître ce que j'ai vécu, reconnaître aussi ce que l'autre a vécu, donc faire réunion, et aller dans un processus surtout de paix, d'apaisement, voire de gratitude. Parce que c'est aussi une manière de faire comprendre, si on est face à quelqu'un qui essaye de nous léguer quelque chose mais qui le lègue mal, et qu'on on réalise la valeur, on va le remercier. Ou au contraire, si on réalise ce qui n'est pas bien, si une personne nous fait du mal et on réalise que c'est pas bien, on peut la remercier, même si le mal est inacceptable, de nous avoir fait comprendre cette lumière. Et ça, c'est le propre de la magie noire. C'est le propre de l'invitation du diable. Allez, on va parler un peu des djinns. Alors, parlons un peu des djinns et de ce que ces génies nous enseignent. Les djinns, c'est les génies en arabe. Donc j'ai fait l'oracle des djinns. Attendez, j'ai le dos là. Aux éditions Très Daniel Vega. C'est 44 cartes qui nous parlent des génies venus de la sagesse orientale, sachant que c'est très très riche la sagesse orientale et que c'est plein de peuples et plein de confusion, donc construction, cohabitation, collaboration, co-construction, voilà merci, ça répare mon erreur, de récits à la fois poétiques, prosaïques et religieux. Et en fait, Shaitan, parlons de religion, il est présent dans le Coran, avec Iblis, qui sont les deux images du diable. Donc nous, on va dire, nous, au sens, si on ne connaît pas les mots de Shaitan et Iblis, on connaît le mot du diable, le demon, devil wears Prada, c'est ça, oui. Là aussi, il y a énormément de récits sur qui est le diable, les récits autour de Azazel, de Lucifer, de Abaddon. Enfin, j'ai relu beaucoup de choses sur le diable récemment, justement dans cette idée de parler un petit peu de ce que c'est la magie noire. Et Shaitan, dans l'oracle en fait des djinns, donc c'est la première, c'est là où c'est fou de voir comment l'inconscient produit le truc, parce qu'en fait c'est la première. Donc quand on ouvre l'oracle, on voit le diable. Je me suis dit, waouh, bon accueil. Et en même temps, c'est tout de suite une manière de dire, ok, on va parler de tes ombres, on va parler de quelque chose qui te fait peur, mais que peut-être tu ne comprends pas, et qui va te donner accès à ce que tu as besoin de comprendre.
Une des symboliques de ça, c'est le 666. On dit que c'est le chiffre de la bête, le chiffre du diable, le chiffre du mal. Mais en fait, si on fait 3 fois 6, c'est 3 fois divin, donc c'est la trinité divine qui s'aligne. Et donc c'est votre inconscient, subconscient, inconscient qui s'aligne, enfin conscient, qui va s'aligner, hein, votre trinité parfaite, votre trinité d'état, d'esprit et d'âme et de personnes, qui est reliée autour de vous. Et qui est relié au 6. Et le 6, c'est cette spiritualité, c'est le message du divin. Et en fait, le diable, s'il existe dans les récits, alors qu'il soit biblique, coranique, mais aussi dans les récits hindouistes, enfin, je veux dire, moi, c'est toujours, j'aime bien invoquer le personnage de Kali quand on parle de cette figure de représentation. C'est-à-dire que c'est parler de l'aspect divin qui va nous montrer le mal pour nous permettre d'aller vers le bien. C'est aussi d'accepter que le divin, Dieu, peut se fâcher, peut se mettre en colère et peut nous soumettre. Alors on a changé dans la prière du Notre Père, c'est délivre-nous de la tentation. Maintenant, c'est ne nous laisse pas rentrer en tentation. Et donc, c'est de demander à Dieu de nous montrer comment éviter d'aller vers le péché, de comment rester dans cette lumière. Pour moi, ça me fait aussi beaucoup penser, là on parle du 3-6 et de la Trinité, au reniement de Pierre, qui va renier 3 fois le Christ avant le chant du coq. Et le coq, c'est comme un réveil, et qui lui dit, regarde, en plus le Christ lui avait dit qu'il allait le renier, et il lui dit, regarde, tu te l'as fait, par peur, par ego, peu importe la raison, et donc va se repentir et va aller vers la lumière, c'est-à-dire sa mission, qui est de bâtir l'Église, convertir. Et en fait, pour moi, c'est suis-moi en enfer. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus tendance à dire qu'il brûle en enfer. Et si on le prend au côté magie noire, celle qui est de Verboten, voilà, ça c'est fait, c'est horrible à dire, parce que ça c'est de la malédiction. Mais par contre, si moi, je le dis, et comment je le dis, c'est qu'il aille en enfer, c'est-à-dire qu'il aille traverser ce couloir d'Hadès, qu'il aille traverser le couloir de l'ombre, qu'il aille se rendre compte de ce qu'il a fait. Donc qu'il aille rencontrer ce diable pour que le diable lui montre son inhumanité. Et finalement, c'est de rendre un grand service à la personne, parce que c'est de lui dire, je t'envoie voir ce que tu as fait de mal de manière frontale, je t'envoie nettoyer tes écuries d'Ogias. Je t'envoie cheminer sur le chemin de l'ombre pour que tu ailles, pour que tu comprennes déjà ce que tu as fait, donc que tu es en enfer, et ce que tu as fait mérite l'enfer. Mais normalement, puisque tu as fait ce couloir-là, tu vas en revenir. C'est là aussi la mythologie d'Hadès. Et du coup, ce qui est fort, c'est que franchement, vous savez, les oracles, quand on écrit les oracles, c'est de la canalisation, on ne réalise pas du tout ce qu'on fait, il y a une part vraiment inconsciente, c'est la guidance, quoi. Et regardez, c'est l'oracle des djinns t'apporte un message, je trouve ça génial. Le diable te tente, il te soumet à un choix moral inconscient ou conscient. Il t'interroge sur des valeurs, des décisions, des comportements. Il te juge et tu te juges avec lui, prête à commettre un acte qui pourrait te coûter cher. Peut-être te questionne-t-il sur des pensées malveillantes. Bref, Shaitan, djinn, ange, djinn, démon, t'enseigne l'importance de respecter un précepte essentiel. Considère les conséquences de tes actes avant de te condamner à vivre un enfer certain et annoncé. Et c'est vraiment de comprendre que la magie noire, elle nous fait vraiment réveiller et éveiller effectivement sur qui on est et les conséquences de nos actes. Mais du coup, si on revient sur la notion par exemple des parents, sur qui ils sont et les conséquences de leurs actes. Et personne n'est capable de complètement évaluer les conséquences de son acte. Je vais dire, c'est impossible. Ça, c'est par rapport aux parents. Je pense que beaucoup de parents deviennent parents, mais se disent qu'ils ne sont pas prêts, se posent pas la question, et quand ils ont un enfant, s'aperçoivent de la responsabilité. Et c'est ça la vie. C'est on vient sur Terre, on ne réalise pas trop ce qu'on fait, et quand on est là, on se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Et quand on commence à exprimer son chemin,
Ouais, ça a des conséquences sur ce que l'on fait. Donc la magie noire, pour moi, dans ce cadre-là, dans ce cadre relationnel, c'est vraiment voir le miroir de tout l'enfer est pavé de bonnes intentions, hein, c'est une autre manière de le poser. C'est vraiment de comprendre que on fait de notre mieux, mais que ça a forcément des conséquences. Et une fois qu'on progresse, qu'on se projette dans ce cheminement, c'est d'essayer de continuer de faire du mieux, mais c'est surtout faire œuvre de sagesse. Et ça va amener, je trouve, beaucoup plus de retenue, de conscience, de lenteur, de pas à pas, et je dirais même de consultation de l'invisible pour rester en accord avec l'équilibre du vivant, l'harmonie du vivant. C'est pareil que c'est ce dont on parle ici. Allez, on conclut. Voilà, je conclus. J'aurais pu parler de tellement de choses. Peut-être que je le ferai. Je ne sais pas encore ce sera quoi le prochain sujet. J'ai décidé d'arrêter. Je sais que je vais continuer la magie noire jusqu'au 26, j'avais dit, avant la pleine lune. On peut parler des relations amoureuses, comment ça fait surgir le noir en nous, parce que ça c'est vraiment le type de la relation amoureuse, comment elle fait sortir le noir en nous. La relation au travail, comment elle nous fait réagir, réfléchir et ressurgir la part passion en nous, mais aussi la part noire en nous. Demandez à n'importe quel entrepreneur ce que ça veut dire. On a beaucoup en ce moment le discours des employés ou le discours des personnes qui en ont marre de travailler sans réaliser tout ce que la vertu travail apporte et combien c'est important pour la société. Donc on verra jusqu'à où ça nous mène, toute cette remise en question. Mais voilà, parler de magie noire, c'est vraiment parler de toutes les relations et de comment finalement chaque relation nous amène forcément une part d'ombre. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, qu'on se dise c'est impossible, une relation est forcément pure, elle m'apporte qu'amour. Non, elle apporte forcément une part d'ombre. Et c'est en ça aussi qu'elle est belle. Et c'est ce qu'elle vient nous enseigner. Bon, ça frappe, c'est parce que c'est le chat. Je vous aime, je vous aime, je vous aime.